Nous avons pu voir au cours du panel précédent les liens entre l'armée, la citoyenneté et l'appartenance nationale, le sentiment d'appartenance nationale. Notre deuxième panel a pour but de questionner la fabrique des représentations sociales de l'armée, c'est-à-dire la manière dont certains imaginaires sont mobilisés par l'État et servent à assigner des identités et des rôles aux militaires au sein de la société. Pour cela, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants, Bénédicte Chéron, Mathilde Beaufils et Claude Weber, dont 2 à distance. Bénédicte Chéron est docteure en histoire contemporaine. Elle est maîtresse de conférences à l'Institut catholique de Paris. Elle est rattachée au CIRIS. Elle travaille sur les relations entre les armées et la société, et les armées et les médias. Elle a récemment publié Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux. Donc Bénédicte Chéron ne pourra pas être dès notre aujourd'hui en présentiel, mais nous présente par visioconférence une communication intitulée « De la professionnalisation à l'après 2015, les ambiguïtés de la représentation du militaire français entre banalisation et survalorisation ». Mathilde Beaufils est doctorante en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Elle est rattachée à 2 laboratoires, l'ISP et le CURAP de l'Université Picardie-Jules Verne. Sa thèse porte sur les polémiques autour de la diplomatie et des opérations françaises menées au Rwanda entre 1990 et 1994. Elle propose une communication à partir de cette thèse intitulée « L'armée française au Rwanda, des officiers dans le débat public ». Enfin, Claude Weber est docteur en sciences sociales et maître de conférences en sociologie aux écoles militaires de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Il appartient au centre de recherche des écoles de Coët-Quidan et au laboratoire d'anthropologie et de sociologie de l'université Rennes 2. Il a publié À genoux les hommes, debout les officiers, la socialisation des Saint-Cyriens, et a dirigé l'ouvrage collectif Les femmes militaires aux presses universitaires de Rennes. Il ne pourra pas non plus être des nôtres ici à Aubervilliers, mais présentera par visioconférence une communication intitulée Le lien armée-nation, retour sur une expression et les réalités associées. Nous remercions enfin Amal Silva da Cruz d'avoir accepté de discuter et de mettre en relation ces communications. Il est doctorant en histoire à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et membre du CIRIS. Sa thèse porte sur la robustesse du combattant à travers l'exemple du bataillon français de l'ONU en Corée entre 1950 et 1953, idéal, représentation, application. Nous allons commencer par la communication de Bénédicte Chéron. Bonjour à tous. Donc merci de nous accueillir et merci de nous accueillir virtuellement pour ce colloque et d'avoir pris l'initiative de ce colloque sur un sujet très intéressant, très passionnant et voilà, qui sans doute intéressait moins il y a quelques temps, mais qui est vrai retrouve une place un peu plus forte dans l'espace public aujourd'hui. Je vais donc vous présenter une communication qui va s'attacher à essayer de décrypter quelles ont été les représentations médiatiques de la figure du militaire français entre la professionnalisation, donc la fin des années 1990, et qui débute avec la suspension du service national dont la décision est prise et validée en 1997, et puis l'après 2015, sans borne chronologique trop définie, parce que voilà, c'est un peu difficile de clore cette période, même si j'éviterai de venir dans le temps absolument présent et contemporain. En fait, ces représentations médiatiques sont très intéressantes parce que au moment de la professionnalisation, la communication militaire se déploie dans un nouveau contexte, puisque jusqu'à la suspension du service national, quand bien même seulement en fait un garçon sur 2 faisait réellement un service militaire au sens propre du terme, et bien jusqu'à cette suspension, il demeurait dans la population française des points de contact physiques assez nombreux entre les réalités militaires, les réalités de la vie militaire et la vie civile. Et évidemment, avec la professionnalisation, les armées adoptent un nouveau format, et ces points de contact physiques entre la population française et ces armées, en fait, se trouvent réduits à la portion congrue. On peut les lister, mais ce serait un peu long. Il y a les villes de garnison ou perdure de garnison, mais on sait qu'avec le remaniement de la carte militaire jusqu'à la fin des années 2010, et bien la fin des années 2000, ces villes de garnison, elles aussi, vont connaître des modifications. Il y a quelques cérémonies dans l'année, le 14 juillet, mais on perçoit surtout par sa part médiatisée. Mais donc, les points de contact physique entre l'armée et la population, en fait, sont réduits à la portion congrue. Et donc, la communication militaire va acquérir un statut tout à fait nouveau, puisqu'elle va être
en quelque sorte une interface privilégiée de rencontre entre les Français et leurs armes. Avec évidemment une interface privilégiée qui œuvre dans un contexte contraint, contraint par des contraintes institutionnelles de communication, par des contraintes politiques évidemment aussi, puisque la communication militaire est étroitement liée à la communication politique, et elle se déploie également dans un paysage de médias de masse, et cette communication a donc des résultats dans les représentations médiatiques du fait militaire. Ces représentations médiatiques, évidemment, ne dépendent pas seulement de la communication militaire, mais il est vrai que sur ce champ très particulier de la vie sociale et politique, qui est de plus en plus réservé à un monde d'initiés, on constate depuis une vingtaine d'années que les impulsions données par la communication institutionnelle ont des effets assez notables sur le traitement médiatique. Il n'y a donc pas de linéarité, mais en revanche, il y a bien une correspondance entre des impulsions données et la nature du traitement médiatique qui était de cette actualité militaire. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on passe en une vingtaine d'années d'un moment où la médiatisation du militaire construit des représentations collectives d'une figure militaire plutôt banalisée à une représentation du militaire qui, au contraire, survalorise cette figure, mais avec des ambiguïtés, des ambivalences, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. J'évalue cette notion, enfin, je relie ces notions de banalisation, d'ambiguïté et d'ambivalence à un critère que j'ai adopté dans un certain nombre de mes travaux pour essayer de définir si la bonne image ou si l'image donnée des armées par les médias était une image juste. Et en fait, ce critère d'évaluation choisi, c'est celui de la correspondance entre ces représentations de la figure militaire et ce qu'est la spécificité militaire, selon les sociologues qui ont travaillé sur cette spécificité militaire dans les années 80 et 90. Je pense aux travaux en particulier de Bernard Bohème dans les années 1990, repris ensuite par Laure Bardiès. Et en fait, Laure Bardiès, dans un article en 2012, synthétise ses travaux sur la spécificité militaire en rappelant, je ne vais pas vous lire la citation, ce sera un peu long, mais qu'en fait, ce qui fait la spécificité de la vie militaire, c'est le fait que les militaires se trouvent engagés à porter collectivement un dommage à un ennemi que l'autorité politique désigne. Et donc, en fait, on peut évaluer cette justesse de la représentation du militaire par rapport à ce critère de savoir est-ce que finalement les représentations médiatiques rendent compte de cette réalité qui est que toute la vie militaire s'ordonne à une finalité qui justifie les particularités sociales, culturelles, organisationnelles de l'institution militaire. Et cette finalité est une finalité que je vais résumer sous le terme de finalité combattante, mais qui est bien que ces hommes sont appelés à combattre collectivement, donc à porter un dommage à un ennemi que désigne l'autorité politique. Je vais commencer avec un premier axe qui consiste donc à montrer comment, au début de la professionnalisation, c'est en fait une figure très banalisée du militaire français qui a été portée à la fois par la communication militaire avec un écho certain dans le traitement médiatique. En fait, ça peut sembler aujourd'hui très déconcertant, mais on a vraiment, à la fin des années 90, au début des années 2000, dans les journaux télévisés du soir, par exemple, des reportages dans lesquels on s'interroge sur le fait que le militaire nouvellement professionnalisé devient donc un fonctionnaire comme les autres. Et c'est un peu cette question, est-ce que le militaire est un fonctionnaire comme les autres, qui va être portée par la parole médiatique, avec bien sûr des contrepoints apportés par les chefs, par les autorités politiques et par les chefs militaires. Mais il est vrai qu'on est dans un moment où, en fait, il va y avoir dans la communication institutionnelle une certaine banalisation de la fonction militaire, c'est-à-dire que la finalité combattante est largement effacée. On va proposer un discours qui consiste à dire que les militaires sont des fonctionnaires. L'institution militaire est une institution capable d'apporter aux jeunes qui la rejoignent des qualifications. On est dans le contexte d'un chômage de masse, donc c'est aussi un argument vendeur en termes de recrutement. Et je vous ai mis là les images de cette campagne de recrutement qui est restée célèbre. Pour ceux qui connaissent ces milieux, c'est une campagne qu'on a appelée la campagne des 400 métiers, parce que de fait, on avait une campagne qui montrait que certes, le militaire portait un uniforme, mais que celui qui s'engageait, en fait, rejoignait l'armée pour devenir comptable ou devenir coiffeur, avec un casque ou des rangers en l'occurrence, mais ce qui est valorisé dans ces campagnes, ce qui était valorisé, c'est d'abord la qualification professionnelle. Cette campagne est très emblématique parce qu'au-delà de cette campagne, elle est révélatrice d'un discours qui a été largement porté dans les médias, notamment par les recruteurs des armées, qui ont été très médiatisés au début des années 2000, à la fin des années 90 au début des années 2000, parce qu'il y avait un très fort enjeu de recrutement au moment de la professionnalisation, puisqu'il
se préparer au fait qu'à partir de 2001, il n'y aurait plus aucun appelé sous les drapeaux. Et donc, il y a eu un très fort relais médiatique donné à ces campagnes de recrutement, et des chefs militaires, des officiers recruteurs sont allés en plateau dans des émissions de télévision extrêmement variées, dans lesquelles ils ont vraiment, d'abord, si je caricature un peu le propos, le simplifie, ils ont d'abord vendu les qualifications professionnelles que pouvaient apporter les armées. Et tout ceci, en fait, est venu en écho, enfin, est venu en point d'appui, effectivement, d'une préoccupation politique qui a été vraiment présente au début des années 2000, de savoir si on allait donner à ce nouveau militaire professionnel un statut qui pourrait être beaucoup plus proche qu'il ne l'était avant de celui des autres fonctionnaires. Il y a eu aussi des mouvements de revendication d'un certain nombre de corps professionnels. Les gendarmes se sont manifestés au début des années 2000 sur ce terrain-là également. Et donc, il y a eu une banalisation de la figure du militaire. Le deuxième point d'appui, me semble-t-il, de cette banalisation dans le champ médiatique, c'est que pendant que ces thèmes étaient très fortement médiatisés, les opérations extérieures, elles, l'étaient beaucoup moins. Il faut se rendre compte que le traitement médiatique des opérations extérieures que nous connaissons aujourd'hui, qui est relativement abondant, était tout à fait différent jusqu'en 2007. En fait, le début des années 2000 est marqué par une très faible médiatisation des opérations extérieures, et qui en fait ne sont médiatisées qu'à deux occasions. Elles sont médiatisées par le biais d'un certain nombre de marronniers, donc de sujets récurrents, et en particulier les fêtes de fin d'année vécues en opération. Donc c'est statistiquement très, très présent. Et elles le sont également quand survient un drame, c'est-à-dire quand survient la mort d'un militaire français pour l'essentiel. Et souvent, en fait, quand survient plusieurs morts de militaires français dans un espace-temps assez restreint dans une même opération. C'est très perceptible parce que je vous ai mis là deux graphiques. Le premier en haut à gauche, en fait, montre le nombre de documents télévisuels. C'est une base de données sur laquelle j'ai travaillé assez longuement, qui porte sur l'année 2001-2011, non pas 2011-2011 comme indiqué dans la référence. Le nombre de documents télévisuels dans lesquels apparaissent des militaires français entre 2001 et 2011 sur les chaînes de télévision hertziennes, donc les chaînes de télévision dites traditionnelles, historiques. On voit que ces documents sont beaucoup moins nombreux jusqu'en 2007 qu'ils ne sont après 2007, à partir de 2008 d'une part, mais on voit surtout avec le second graphique que dans ces documents, la part de documents consacrés aux opérations extérieures est en fait très faible en 2001, 2002, 2003, et avec simplement un pic en 2004 parce qu'il y a à ce moment-là des morts français dans l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, et un traitement médiatique qui mériterait à lui tout seul qu'on lui consacre quelques études, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais parce que c'est très emblématique précisément du fait qu'il y a une surprise face à ces morts provoquée par le fait que cette opération extérieure n'a jamais été médiatisée auparavant comme une opération qui contient, comme toute opération engageant des militaires, engageant la force armée, qui contient le risque du combat, donc le risque de la mort. Donc c'est le second point. Et par ailleurs, il y a une autre opération qui déjà est largement médiatisée, qui est une opération qui se déroule sur le sol national et qui à l'époque Vigipirate, qui est très médiatisée après 2001 et après le 11 septembre 2001 de manière régulière avec l'actualité de la menace terroriste en 2001 à 2005. Mais on est là encore dans une médiatisation qui ne donne pas à voir cette spécificité militaire, puisque les reportages télévisés ont une tonalité très particulière, où les militaires français sont vraiment et souvent explicitement présentés comme étant déployés comme auxiliaires des forces de police en appui des forces de sécurité intérieure. Donc on est dans un moment vraiment de ce début de professionnalisation où en fait on peut considérer qu'il y a une forme de banalisation de la figure du militaire dans l'espace public par le biais du traitement médiatique, au sens où cette finalité combattante, donc ce qui fait la spécificité de la vie militaire, est largement évincée des représentations médiatiques. Et puis, en fait, ce sont les circonstances qui vont provoquer une évolution très forte des choix de communication institutionnelle d'une part et du traitement médiatique d'autre part. Et on va constater d'ailleurs que le traitement médiatique va davantage échapper aux impulsions de la communication institutionnelle parce que les circonstances vont provoquer une curiosité médiatique plus grande pour cette actualité, et notamment pour l'actualité des opérations. Le changement, il se produit vraiment de manière nette et brutale en 2008 avec l'embuscade d'Uzbin qui a lieu le 19 août, dans l'année du 18 au 19 août 2008 et qui provoque la mort de 10 militaires français, qui blesse 21 autres militaires français.
qui reste dans les mémoires comme un événement marquant, puisqu'en fait, à ce moment-là, les chaînes de télévision, quand elles traitent le sujet, cherchent des points de référence et n'en trouvent pas. Alors, elles auraient pu en trouver dans l'événement de Côte d'Ivoire de 2004 dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'il y avait eu 9 morts d'un coup dans une frappe aérienne. Mais c'est la guerre d'Algérie qui arrive en écho, parce qu'on se rappelle à ce moment-là de l'embuscade de Palestro qui a lieu pendant la guerre d'Algérie, et lors de laquelle il y a un nombre de soldats qui meurent dans un espace-temps restreint et qui avait été largement médiatisé. Et donc, en fait, il va y avoir un électrochoc à cause du fait de ces 10 morts d'un coup, si je puis dire, d'une part, mais aussi parce que le traitement médiatique qui va suivre va être révélateur du fait qu'il y a une incompréhension majeure sur le fait que des militaires engagés en opération extérieure combattent, et donc combattent aussi au risque de leur intégrité physique. Il y a des impulsions de la communication institutionnelle qui vont alors être très nettes, pardon, je vais trop vite, qui vont alors être très nettes. On va avoir une évolution, par exemple, je ne prends que quelques exemples parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais des campagnes de recrutement. Les campagnes de recrutement de l'armée de terre qui sont les plus visibles dans l'espace public, puisque c'est l'armée de terre qui recrute le plus, à partir de 2011, changent de tonalité. C'est-à-dire que ces campagnes vont davantage insister sur cette... Alors, sans la rendre très explicite, parce qu'évidemment, pour recruter, parler de la mort, ça n'est pas extrêmement efficace, mais qui ne vont beaucoup moins gommer ces particularités de la vie militaire, la rusticité, le risque de l'engagement que contient cette vie militaire. On va aussi avoir des chefs militaires et des chefs d'état-major en particulier qui progressivement, à partir de l'opération Serval au Mali, vont assumer une communication dans laquelle eh bien, la finalité combattante est clairement assumée, et des chefs d'état-major qui vont même publier des tribunes par voie de presse. Le premier à le faire a été le général Bosseur, chef d'état-major de l'armée de terre, qui en appelle à une meilleure compréhension de ce qu'il appelle, lui, la singularité militaire. Et donc, avec une réaffirmation systématique dans toute la communication militaire, d'abord de l'armée de terre, puis un peu à retardement par rapport à l'armée de terre, mais il y a des enjeux qui sont liés aussi au milieu dans lesquels se déploient ces armées, la marine nationale et l'armée de l'air, qui vont venir réaffirmer cette finalité combattante. Dans le champ médiatique, ça a des effets extrêmement nets. Il y a des opérations. Les opérations, à partir de 2008, vont être couvertes de manière tout à fait différente, parce que ces opérations, également, et je vais y venir, sont assumées aussi par les autorités politiques comme des opérations de nature objectivement guerrière. C'est-à-dire que la dimension combattante de ces opérations est assumée. Ce caractère assumé par la parole politique, il se produit cependant à retardement par rapport à la communication militaire, et ça crée des dissonances dans le traitement médiatique, qui expliquent par exemple que les militaires tombés à Uzbin, français tombés à Uzbin, morts à Uzbin, sont principalement apparus comme des victimes dans le traitement médiatique, alors par exemple que ceux qui vont mourir au Mali lors de l'opération Serval ne vont pas médiatiquement apparaître comme des victimes, mais au contraire apparaître comme des combattants. Ces dissonances, elles s'expliquent notamment parce qu'il y a une parole politique qui va évoluer à retardement. Je vous ai mis 3 extraits de discours. Celui de Jacques Chirac, le 10 novembre 2004, lors de l'hommage national aux militaires qui étaient morts à Bouaké, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'opération Licorne, sous une frappe aérienne. Celui de Nicolas Sarkozy, 21 mai 2008, lors de l'hommage national à Fleury-Vine. Et puis celui de Nicolas Sarkozy. Et puis, pardon, une autre prise de parole, enfin la même prise de parole de Nicolas Sarkozy, mais retenue par le journal de 20h de TF1, pour vous expliquer ces dissonances. En 2004, le discours de Jacques Chirac, pour une part, pas seulement, mais pour une part, reprend des mots qui sont souvent ceux que l'on peut utiliser lorsque des populations sont frappées, meurent dans un fait divers, par exemple. Il y a cette phrase qui avait été retenue à l'époque, qui était « Vous avez été lâchement frappé, victime d'une agression que rien ne pouvait justifier ». La difficulté de cette phrase, c'est qu'en fait, elle vient gommer le fait que des militaires français, même dans une opération de rétablissement de la paix comme celle de l'opération Licorne, en fait, sont de fait insérés dans un rapport de force politique qui se déploie notamment de manière violente puisqu'il y a conflictualité à risque. Et en fait, si ces militaires sont victimes d'une agression que rien ne pouvait justifier, alors ça veut dire qu'on efface cette confrontation politique dans laquelle des militaires français se sont trouvés engagés, quand bien même ils étaient engagés pour rétablir la paix. Et donc, on a un traitement qui vient gommer cette dimension politique de la guerre et qui, gommant cette dimension politique de la guerre, a tendance à transformer dans le champ médiatique cet événement comme un fait divers.
Nicolas Sarkozy, le 21 août 2008, tient un discours lors de l'hommage national qui emprunte bien davantage au vocabulaire épique. Et l'extrait que je vous ai indiqué en témoigne, mais ça n'est pas forcément ces mots-là qui ont été choisis dans les journaux télévisés de 20h du soir, et précisément, on sait que les mots qui sont retenus sont ceux qui sont retenus dans les journaux télévisés, dans les reprises médiatiques les plus larges de ce discours. Or, il y a là encore, malgré cette tonalité beaucoup plus épique, quelque chose qui est de l'ordre du traitement du fait divers. On retrouve peut-être, si je puis me permettre, le ministre de l'Intérieur dans ces quelques mots, lorsque Nicolas Sarkozy dit, et c'est cela qui ressort au journal télévisé 20h, je veux qu'elles sachent tout, donc les familles, je veux que les familles sachent tout, elles y ont droit à la vérité, je veux que vos collègues ne se trouvent jamais dans une telle situation. Et là, on voit qu'on trouve un vocabulaire qui est davantage celui de l'enquête policière, comme s'il pouvait y avoir dans le temps de la guerre une enquête menée comme une enquête qu'on mène dans le domaine du fait divers, dans le domaine de la sécurité intérieure. Et puis, il y a un vrai changement, en fait, avec François Hollande, alors peut-être dans un retour de balancier un peu radical, ça c'est peut-être un jugement plus personnel, mais en tout cas, une vraie bascule qui se fait, parce que de fait, François Hollande, lorsqu'il lance l'opération Serval au Mali en 2013, eh bien, assume la dimension éthique de cette opération, et l'assume avec tellement de force dans sa communication politique, qu'il va, lui, de manière très nette, apparaître comme un chef de guerre. Il y a eu un livre qui a eu un grand retentissement, qui l'a consacré dans cette figure, et je vous ai mis quelques titres de presse, ce ne sont que des titres représentatifs, des corpus larges sur lesquels j'ai travaillé et qui me permettent d'affirmer qu'ils sont révélateurs. Donc François Hollande est apparu comme un chef de guerre. Il me semble cependant, et ce sera mon dernier point, que cette réaffirmation de la finalité combattante et donc de la figure du militaire comme combattant, elle demeure ambiguë et ambivalente. Elle demeure ambiguë et ambivalente parce qu'elle s'inscrit en fait dans un paysage de représentation collective qui, de manière ancienne, en fait, a gommé ces représentations militaires, ces représentations combattantes, et je vais d'abord, il y a une ambivalence qui est liée au déploiement du militaire français sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle, qui est étroitement liée à la question médiatique, du traitement médiatique de l'état d'urgence. Et en fait, il y a là un brouillage, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre parce que je vois que le temps passe, mais un brouillage assez net dans la médiatisation de l'opération Sentinelle entre ce qui est de l'ordre de la fonction militaire et ce qui est de l'ordre de la fonction des forces de sécurité intérieure. Ce brouillage, il apparaît à bien des égards. Il y a eu un tweet tout à fait emblématique du ministère de l'Intérieur, parce que ce traitement médiatique de l'opération Sentinelle, évidemment, se fait aussi sous impulsion de la communication du ministère de l'Intérieur. Ce tweet à l'époque de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui parlait d'un déploiement de sécurité sur le marché de Noël de Strasbourg. On était avant l'attentat qui a frappé le marché de Noël de Strasbourg, et en fait qui était très révélateur parce qu'il y avait l'alignement des policiers, des militaires, sans à aucun moment que la finalité pour laquelle les militaires sont déployés, qui est donc non pas de faire de la police, de la sécurité intérieure contre la délinquance par exemple, mais bien de se prémunir de la menace terroriste, soit affirmée. Et en fait, on voit peu à peu qu'à partir du déploiement de l'opération Sentinelle en 2015 jusqu'à aujourd'hui, l'effacement de la finalité propre de l'opération Sentinelle, il se produit dans l'ensemble du traitement médiatique de cette opération, c'est-à-dire qu'en fait, le déploiement militaire apparaît comme une force parmi d'autres, parmi le déploiement des forces de sécurité intérieure, quel que soit le contexte de sécurisation. Ça peut être, on affirme que c'est pour sécuriser des plages l'été, mais sans qu'il soit rappelé qu'il peut y avoir une menace terroriste qui plane. La fonction même de l'opération Sentinelle, d'ailleurs, pose question au regard de la spécificité militaire, puisqu'on est dans un contexte, évidemment, où la désignation de l'ennemi pose un problème puisqu'on est sur le sol national. Et donc, il y a un hiatus par rapport à cette définition de la spécificité militaire. La deuxième ambiguïté, elle vient du fait que la très forte centralité qu'ont retrouvé, si je puis dire, les armées dans l'espace public, dans le débat public ordinaire, fait aussi que la bonne image dont bénéficient les armées les place au centre de beaucoup de débats politiques sur de multiples crises qui ne sont pas spécifiquement des crises militaires au sens propre du terme. Il y a une concomitance à partir de 2005 entre la manière dont le débat public se déploie sur la crise de cohésion nationale, ce qui apparaît en tout cas politiquement comme une crise de cohésion nationale, et le fait que de plus en plus, le politique se tourne vers les militaires pour répondre à cette crise de cohésion nationale. Alors, je vous ai mis l'image du SNU. On sait que le SNU est un projet qui évolue, qui est multiforme en fait depuis les
promesses faites par Emmanuel Macron lors de la campagne électorale de 2017. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir fait cette proposition, et on voit que régulièrement dans l'espace public depuis 2005 reviennent les propositions d'implication massive des militaires dans des dispositifs de type socio-éducatif. Donc non pas dans des dispositifs qui auraient à voir avec un service militaire dont la finalité était bien d'apprendre à des jeunes hommes à l'époque à porter les armes pour la défense de la nation, donc à être des soldats, mais dans des dispositifs qui n'ont pas une finalité combattante, qui ne sont donc pas liés directement à la spécificité militaire, mais qui sont avant tout des dispositifs à vocation socio-éducative. Ma thèse, c'est que ces ambiguïtés, en fait, elles sont dues à des héritages mémoriels qui sont tenaces et qui remontent en fait au lendemain de la guerre d'Algérie. Au lendemain de la guerre d'Algérie, la communication militaire, sous très forte tutelle de l'autorité politique en raison même des événements récents, de la fin de la guerre d'Algérie et en particulier du putsch d'Alger d'avril 61, assume sciemment d'effacer ce qu'on appelait à l'époque le légendaire guerrier. C'est-à-dire que la communication militaire décide qu'elle se fera sur des axes de communication qui évinceront très largement la finalité combattante de l'engagement militaire. Il va y avoir deux axes principaux sans trop m'appesantir. Le service militaire n'est présenté non plus comme l'apprentissage du métier des armes, mais comme un rite éducatif à vocation de cohésion nationale, ce qui a un écho très direct avec les débats que nous connaissons aujourd'hui, et la modernité technique des armées qui vont s'articuler notamment autour des innovations techniques du nucléaire, du renouvellement des équipements, etc. Et cet effacement, il est très net et il a un écho extrêmement tenace dans nos mémoires, puisqu'on voit qu'il y a un écho très direct entre la communication qui est faite aujourd'hui, les débats d'aujourd'hui sur les dispositifs socio-éducatifs que l'on pourrait faire encadrer de manière massive par les militaires, et cette communication très forte qui a été faite après la guerre d'Algérie sur le service national comme initiative. Donc on voit en fait qu'il y a un double mouvement, en fait, où des circonstances font que la finalité combattante est réaffirmée dans l'espace public de manière beaucoup plus nette depuis 2008 et depuis une grosse dizaine d'années, mais où perdurent dans le même temps des héritages mémoriels qui rencontrent un contexte de crise perçue de la cohésion nationale, mais aussi plus récemment de crise sanitaire, et qui donnent à la centralité du fait militaire dans l'espace public français une ambivalence très particulière, puisque le militaire est donc désormais vu comme un combattant, c'est en tout cas réaffirmé par le traitement médiatique, mais continue aussi d'être perçu comme une espèce de super fonctionnaire capable de répondre à des crises de toute nature, qu'il s'agisse de crises de cohésion nationale, des dispositifs socio-éducatifs à destination de la jeunesse en difficulté, ou plus récemment encore de la crise sanitaire que nous avons traversée et lors de laquelle on a vu au printemps dernier que l'outil militaire a été largement mis en avant pendant quelques semaines par le pouvoir politique comme une des réponses à la crise sanitaire que nous traversions. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Claude Weber qui va nous parler du lien armée-nation, une expression qui est passée dans le langage courant mais qui est loin d'être évidente. Merci beaucoup. Je commencerai moi aussi par m'associer aux remerciements pour les organisateurs. Et je les remercie de m'avoir associé à cette manifestation des plus intéressantes, même si malheureusement je ne peux être parmi vous. Alors, pour répondre à la demande qui avait été formulée, je suis reparti d'une réflexion et d'un texte que j'avais publié en 2005 dans un ouvrage collectif en anglais. Et à l'époque, peu de temps après l'achèvement de la professionnalisation, c'est un processus qui a commencé en 1996 et qui s'est achevé en 2002, je venais d'arriver aux écoles militaires de Saint-Cyr, où je suis toujours en poste. Et le sujet de discussion premier avec l'ensemble des cadres, en général et quotidiennement, consistait effectivement à évoquer ce fameux lien armée-nation. Donc c'est à partir de ces échanges que j'avais à l'époque décidé de répondre peut-être à ce que je ressentais comme des inquiétudes de la part des officiers, des cadres, et d'aborder un peu cette question de lien armée-nation, ce qui permettait notamment de questionner l'expression et les réalités auxquelles elle renvoyait, auxquelles elle était censée renvoyer. Donc en partant de l'expression idéologique qui remonte à la Révolution française, qui traduit bien cette relation étroite avec la force de l'État et l'idée de citoyen-soldat, il me semblait important de montrer que cette dernière soulevait un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes est qu'elle se révélait, à mon sens, la plupart du temps inadéquate à désigner les phénomènes auxquels les individus eux-mêmes, les militaires en premier lieu, faisaient la plupart du temps référence.
Lorsqu'on posait la question aux intéressés, ceux-là même qui manifestaient une crainte de l'isolement de la société militaire, on constatait qu'ils évoquaient la plupart du temps des liens tissés et entretenus par les membres de cette institution avec des individus, des groupes sociaux, des organisations extérieures. Et cet ensemble-là, me semble, n'a de cohérence interne que par le simple fait de n'être pas militaire. Hein, mais ce n'est pas la nation en tant que telle, cette entité abstraite, c'est la société civile. Donc il convenait, il convient toujours d'ailleurs, c'est rentré d'ailleurs dans le vocabulaire depuis les années 2000, de parler de rapports civilo-militaires ou de liens armée-société, qui sont maintenant les désignations qui sont généralement appropriées, qu'on retrouve dans un certain nombre d'articles, je pense à ceux de Porteret ou de Jankowski, au début, à partir de 2005-2006. Le second problème qui est posé par l'expression concerne la notion de lien. En dehors du fait que l'usage du singulier paraissait peu pertinent, à mon sens, pour traduire la réalité qui nous préoccupait, il semblait là aussi que les militaires rencontrés et avec lesquels donc on échangeait, et j'ai eu beaucoup d'entretiens, utilisaient la notion de lien selon une définition bien particulière. En effet, si certains officiers de l'armée de terre, en l'occurrence, étaient convaincus que la professionnalisation avait des conséquences négatives sur les liens armée-société, essentiellement de par la suspension du service militaire, n'était-ce pas parce qu'ils avaient justement à l'esprit une définition du lien qui le résumait à la seule expérience directe. On peut, selon moi, ne pas réduire ce qui est susceptible de générer du lien social à la seule interaction en face à face. Par ailleurs, pour la quasi-totalité des militaires rencontrés et interrogés à l'époque, il allait de soi aussi que la notion de lien recouvrait seulement un ensemble de relations jugées positives. Lorsqu'on s'inquiétait ici de la détérioration du lien, de sa disparition, on s'inquiétait toujours de la perte d'un bienfait ou de bienfaits qui étaient associés à cette rencontre physique, donc à ce service militaire. Pourtant, là aussi, un lien entre des individus ou des groupes sociaux, ce n'est pas nécessairement positif. Une relation conflictuelle est une forme de lien qu'on s'accorde généralement à juger de manière plutôt négative. Donc, cette notion de lien qui ne relevait pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'évidence, me faisait dire ou m'a questionné et donc a généré cet article que j'avais publié à l'époque, parce que selon moi, il était clair que selon la manière dont on envisageait les phénomènes auxquels elle renvoie, ou non, on parviendra à des conclusions extrêmement différentes sur les questions et les conséquences de la professionnalisation des armées sur les liens armée-société. Donc à l'époque, et pour rédiger cet article, j'avais considéré que l'interaction directe est une forme possible de lien, mais non la seule, qu'un lien peut être soit positif, soit neutre, soit négatif, et enfin qu'un lien pouvait s'apprécier selon plusieurs critères, sa présence, son absence, sa régularité ou son intensité. Voilà. Et suite à ça, et par rapport donc à ces inquiétudes soulevées par la réforme de la professionnalisation, j'essayais d'aborder un certain nombre de ces liens. Bénédicte Chéron a notamment parlé au préalable, et d'appliquer un peu cette grille d'analyse pour essayer d'évaluer la qualité, la nature de ces liens. Alors, la première des choses, et c'est ce qu'on a déjà souligné à maintes reprises, c'est que l'utilisation quasi systématique de cette expression au singulier, le lien armée-nation, traduisait bien le fait que, effectivement, l'idée de ce lien reposait sur la seule existence des obligations militaires et associant généralement, comme je l'ai dit, des bienfaits à ce service militaire. Outils d'intégration sociale, outils d'éducation, dispositifs permettant de mieux connaître les classes d'âge concernées, tant sur le point de vue de statistiques médicales ou d'illettrisme ou d'autres. Il ne s'agit pas là de revenir sur les bienfaits ou non du service militaire. Mais cette relation jugée positive par la plupart des cadres qui étaient interrogés à l'époque, qui rappelait un certain nombre de valeurs que permettait de transmettre le service militaire, d'apprendre la ponctualité, je cite, la propreté, la discipline, le respect, etc. Les inquiétudes relevaient justement de la suspension ou la disparition de ce lien direct
qui n'étaient plus pris en charge par ailleurs que par la famille ou par l'école. Alors cette vision nous paraissait réductrice, là aussi, pour diverses raisons. La première, et vous le savez bien, c'est que le service militaire ne s'adressait qu'aux fils de la nation, excluant de fait plus de la moitié de la population française des classes d'âge concernées. Donc, sauf à ne considérer qu'un univers androcentré, il paraissait difficile de soutenir l'idée que le service militaire constituait un lien représentatif et suffisant entre l'univers des armées et l'univers civil. La deuxième raison concerne le caractère obligatoire de ce service militaire. Il me semble que les représentants en uniforme ne mesuraient pas toujours pleinement, ou avaient oublié peut-être, la diversité des réactions générées par les appelés à l'égard de la conscription et des mois passés sous les drapeaux, et qui allaient de l'indifférence, parfois au rejet le plus total, avec des tentatives de réforme ou d'exemption avant d'être incorporés ou pendant leur service militaire. Autrement dit, ceux qui regrettaient ce lien physique oubliaient en effet que pour beaucoup de jeunes, l'expérience sous l'uniforme n'était pas toujours positive. Et donc ce service militaire générait, ou en tout cas constituait, une source non négligeable, à mon sens, d'opinions défavorables à l'égard des armées, et notamment à l'égard de l'armée de terre, me semble-t-il, qui voyait transiter généralement plus de 65% de la population des appelés, là où les autres composantes sélectionnaient davantage et avaient moins de besoins. Lorsqu'on regarde d'ailleurs les documents concernant les sondages, les Français et la Défense, par exemple, l'analyse des références, je pense à un document qui avait été publié à l'époque par le Centre d'études et en sciences sociales de la Défense, dès 2002 d'ailleurs, on voit bien effectivement que si les opinions étaient assez favorables à l'égard des armées, c'est l'armée de terre qui arrivait toujours en queue de classement. Et à mon sens, cela résultait notamment du fait que, comme je vous l'ai dit, la plupart des gens faisaient leur service au sein de l'armée de terre. Et donc ça générait un certain nombre de représentations, voire de caricatures ou de stéréotypes extrêmement tenaces à l'égard de la composante terrestre. Alors bien sûr, on me dirait que dans l'imaginaire collectif et à l'issue de l'expérience du service militaire, la plupart des gens gardaient un souvenir positif, ravis d'en être sortis, retenaient l'expérience un peu enrichissante, sympathique, le bon copain de régiment, le fait que pour certains, on entendait dire pour moi c'était la planque, donc c'était pas si difficile que ça. Il n'en demeure pour moins, me semble-t-il, que ces obligations militaires expliquaient en tout cas cette image quelque peu, alors pas négative, mais un classement moindre de l'armée de terre par rapport aux autres composantes. D'ailleurs, quand on regarde depuis la professionnalisation ces sondages et le placement de l'armée de terre par rapport aux autres composantes, on voit bien comment maintenant elle est plébiscitée. Donc, tout ça pour illustrer le fait que le service militaire, on a peut-être tendance à l'oublier, ou ceux qui regrettaient cette suspension, ne percevaient pas toujours les aspects négatifs qui étaient associés et ne voulaient voir que les bienfaits. Donc l'idée de cet article, après, c'était de voir effectivement, de lister un certain nombre de liens qui me semblaient tout aussi importants, intéressants, que ce soit des liens directs ou indirects, et d'en mesurer ou d'en évaluer quelque peu la qualité ou l'intensité. Alors là, je ne serai pas exhaustif, je vais juste en citer quelques-uns dans le temps qui me reste, mais j'avais notamment commencé à vous lister l'instauration de la journée d'appel à la préparation de la défense, qui est quand même un dispositif qui, à mon sens, est unique, puisque la France est le seul pays à s'être doté, après avoir suspendu ou supprimé le service militaire, de ce dispositif hybride qui consiste à, pendant une journée, à convoquer et s'adresser aux jeunes de la nation. Alors là, pour le coup, effectivement, il y a eu un élargissement, il n'y avait plus que les garçons, mais également les filles, ce qui me semble effectivement une évolution souhaitable et plus juste. Et donc l'idée, c'était de voir comment ce lien direct, et qui traduit bien ce souci de contact physique, cher à la fois aux parlementaires qui avaient mis ça en place avec les décideurs militaires, donc on est bien sur cette idée de lien physique extrêmement important, et donc essayer d'évaluer comment un tel dispositif pouvait être perçu. Alors il est bien évident que pour les militaires, ce lien pouvait être extrêmement frustrant, ils pouvaient le considérer comme assez positif, même si la plupart du temps, ils estimaient qu'il était très perfectible parce que l'expérience est trop courte.
ne serait-ce que pour transmettre un certain nombre de valeurs ou de bienfaits, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ou d'informations, qu'il était trop coûteux, qu'il leur demandait beaucoup d'énergie et de temps. On voit bien aussi comment ça a évolué, je n'ai pas le temps là de détailler sur le parcours citoyen ou la journée du citoyen. Du point de vue des jeunes, on peut se dire que les positions pouvaient être mitigées. Certains, à l'époque, estimaient que cette journée était une perte de temps, que, ma foi, le discours qui leur a été tenu était du bourrage de crâne, et d'autres y trouvaient, au contraire, des aspects intéressants et un intérêt. Mais même dans l'hypothèse de cette connotation ou de cette appréciation négative, on imagine bien qu'une seule journée seulement constituait une expérience extrêmement réduite et avait potentiellement beaucoup moins de poids négatifs qu'un service militaire de 10 mois comme il était à la fin. Voilà. Donc ce lien n'est pas régulier, peut être considéré donc d'une intensité plutôt faible, en tout cas, et par rapport à la qualité, selon les cas, peut être jugé positif ou neutre ou négatif. Un deuxième exemple que j'avais détaillé, et ça rejoint ce que disait Bénédicte Chéron tout à l'heure, c'est effectivement l'aspect de la communication qui a connu une mutation, une véritable révolution, avec dans le domaine une évolution notable dès l'annonce de la professionnalisation. On pense notamment à la mise en place de la DICODE des 98, donc des moyens humains, des moyens techniques, une réorganisation des dispositifs et des responsabilités, qui petit à petit fait disparaître même l'expression de grande muette et qui favorisait au quotidien une visibilité et une ouverture, comme ça nous a été dit tout à l'heure. Donc voilà, on peut parler de liens indirects dans ce cas-là, même si d'autres manifestations, je pense aux journées de rencontres à la défense qui avaient été instaurées à un moment donné sous le ministère de Michel Alliot-Marie, sont des interactions directes, mais quand on parle effectivement de communication, on est plus dans une logique de liens indirects qui peuvent être considérés plutôt positifs, à la fois pour l'institution qui permet de communiquer, de mieux se faire connaître, de recruter, on a parlé tout à l'heure de campagne de recrutement, et pour le public intéressé ou consommateur motivé, d'y trouver là aussi des messages produits par les armées, de mieux connaître leur institution militaire. Donc ce sont des liens réguliers, voire omniprésents, c'est un travail quotidien, cette communication, et perçu là aussi de manière généralement extrêmement positive. D'autres liens ou critères avaient été analysés. Je pense notamment aux liens avec le monde universitaire et celui de la recherche. Là aussi, on voit bien comment il y a une multiplication des échanges, et ce, quelle que soit la discipline ou les disciplines universitaires concernées. Les chercheurs étaient de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'objet militaire. Dans ces interactions, le ministère n'était pas en reste d'ailleurs, puisque à l'époque, en 2005, il a augmenté considérablement, ou en tout cas multiplié les nombres des bourses qui étaient accordées à des jeunes chercheurs ou à des doctorants qui souhaitaient travailler sur des questions de défense. Donc on a vu se multiplier des colloques, des interactions entre le monde de la défense et le monde universitaire, ce qui était aussi une évolution des plus notables de liens directs. Lorsqu'on considère effectivement les chercheurs qui viennent à la rencontre des militaires, mais également des liens indirects, lorsqu'on songe par exemple aux lecteurs, aux auditeurs des colloques, des manifestations qui traitent de ces questions militaires. Et là aussi, ces liens sont réguliers et n'ont fait que s'intensifier, à mon sens, et pour avoir connu la période précédente, entre le monde des armées et le monde universitaire. On pourrait évoquer encore d'autres liens, ne serait-ce qu'avec le passage à la professionnalisation et le besoin d'effectifs et de ces nouveaux recrutements, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de nouveaux profils, ce n'est pas caractéristique de la France, toutes les armées professionnelles voient effectivement arriver beaucoup plus massivement des profils vers lesquels les armées ne se tournaient pas traditionnellement. On pense aux femmes, on pense aux minorités, on pense aussi au personnel civil, qui doivent permettre notamment aux militaires d'œuvrer davantage sur le cœur du métier. Donc on voit bien comment tous ces nouveaux types de recrutement, avec notamment aussi les possibilités de carrière courte, alimentent des flux permanents entre des citoyens qui deviennent militaires, qui retournent à la vie civile. Et ces flux de personnel entretiennent autant de liens, de relations civilo-militaires, également avec leur famille au sens élargi,
que ces liens peuvent être jugés plutôt naturellement positifs, si tant est que l'expérience sous l'uniforme se passe bien. Mais là aussi, on voit que des politiques comme les politiques de reconversion qui fonctionnent plutôt bien font que les gens même qui quittent l'institution gardent généralement une opinion assez positive de leur expérience à l'issue de leur contrat. Voilà. Donc, par rapport à d'autres liens, et je pense que je vais devoir penser à finir, dans le quotidien au sein des unités, on voit bien là aussi comment, avec la professionnalisation, un certain nombre de nouvelles logiques se sont mises en place. On peut citer par exemple la logique d'externalisation, là aussi, le fait de faire appel à des entreprises civiles, vous savez bien, pour remplir un certain nombre d'activités au sein des unités ou dans des structures militaires qui étaient avant dévolues, notamment aux appelés. On pense à la restauration, aux entretiens des espaces verts, au parc automobile, même à la sécurité parfois d'enceintes militaires, qui sont là aussi, à mon sens, des sources évidentes d'échanges, d'interactions quotidiennes avec, parfois très localement, le tissu social, culturel, politique local, et surtout avec les entreprises. Donc des liens directs, qui là aussi peuvent être jugés de manière extrêmement positive et régulière, parce que tout le monde s'y retrouve, les entreprises ils trouvent des activités à travers ces contrats, et l'institution également peut renouveler ses contrats ou se tourner vers de nouveaux partenaires. On peut citer également la réserve, qui a connu une évolution, comme toute armée professionnelle, on est obligé de repenser parfois la réserve, ce qui a été le cas en France, avec la réserve citoyenne, opérationnelle. Donc là aussi, ces profils particuliers tissent autant de liens avec les sphères associatives, politiques, avec les entreprises, etc., qui constituent là aussi des formidables moyens d'établir ces liens, ces liens et ces relations entre le monde des armées et l'univers civil. On parlait tout à l'heure aussi, Bénédiction, on parlait d'un certain nombre de cérémonies. On voit bien comment les militaires se sont réappropriés parfois des bâtiments au centre-ville et sont réapparus. Alors bien sûr, avec parfois des contextes qui faisaient qu'il ne fallait plus non plus sortir en uniforme. On parlait des contextes ou des périodes suite aux attentats, mais qui montrent bien aussi, après la professionnalisation, comment petit à petit le militaire était réapparu et était de nouveau visible pour les citoyens en général. Voilà, je m'arrête là avec les exemples, mais l'idée c'était de montrer que à travers un certain nombre de liens qui avaient été analysés, loin d'être exhaustifs, que les indicateurs retenus semblaient indiquer que, ou valider en tout cas l'hypothèse, à la fois d'une multiplication de ces relations, de ces liens, et de la force et de l'intensité de ces derniers. Voilà. Donc il n'y avait pas de rupture entre la société militaire et la société civile, et que certes, si ce contact physique, ce lien au singulier avec une moitié de la population à travers le service militaire était suspendu, bon nombre d'autres relations d'interaction existaient et fonctionnaient véritablement plutôt bien. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait sans doute compléter cette liste, et on aurait pu l'actualiser et la développer, mesurer, comme ça a été évoqué tout à l'heure, notamment les effets de la multiplication des OPEX, avec les drames que les forces armées françaises ont pu connaître, mesurer effectivement le poids d'un certain nombre d'opérations intérieures, Vigipirate ou Sentinelle, qui constituent aussi des liens ou des interactions quotidiennes entre les citoyens et les personnels de leurs armées. La question du SNU, ça a été rappelé. De manière anecdotique, on peut voir aussi que, puisque je parlais de la DICODE tout à l'heure, comment au sein de la DICODE, on voit bien qu'il y a une volonté de répondre présent à d'éventuelles sollicitations de producteurs dans le cadre de la production de films grand public qui impliqueraient les armées. Voilà. Donc, on voit bien que, à mon sens, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, quand je parle avec des cadres ou des officiers au sein de l'Académie à Saint-Cyr, ces craintes, ces inquiétudes sur le lien armée-nation ne sont plus celles-là, comment dire, sont véritablement adossées à la période qui a suivi la réforme de la professionnalisation, qui avait suscité ces inquiétudes et ces questionnements particuliers. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps pour le débat. Je vous remercie. Ce panel illustre bien le volet des représentations sociales qu'on doit se faire du lien armée-nation, un lien qui est toujours en débat, toujours d'actualité, qui fait bien écho aussi à mon sujet de thèse, entre parenthèses, puisque la question du bataillon de Corée est vraiment au centre de ces questions de représentation, étant donné qu'en 1950, en France, la présence du communisme est assez importante, et il faut justifier, il faut créer une identité du soldat qui va à l'extérieur combattre pour la première fois aux côtés de l'ONU. Donc il s'agit véritablement en fait de la première opération extérieure pour le soldat français qui s'engage en Corée, un pays d'ailleurs qu'il ne connaît pas, et en plus à ce moment-là le contexte politique est plutôt compliqué entre les réformes sociales et puis l'impopularité de la guerre d'Indochine, et donc on voit que ces questions sont toujours d'actualité aujourd'hui, avec cette identité sans cesse remise en question de la présence du soldat au sein des opérations extérieures ou au sein de la société. Ce qui me permet de rebondir pour une première question pour Bénédicte Chéron, puisque son intervention m'a interrogé sur le fait que, comme vous avez parlé du fonctionnaire, du soldat qui est plus vu comme un fonctionnaire, est-ce que finalement cette représentation ne provoque-t-il pas un glissement de sens du soldat, dont la finalité première est d'abord d'être un combattant? Est-ce que justement ce glissement vers vers un domaine civil qui est celui du fonctionnaire à l'origine ne provoque-t-il pas justement cette transformation du soldat en combattant, mais avant tout plutôt en tant que victime? Donc oui, alors en fait, ce qui se produit sur cette figure du fonctionnaire, le terme est explicitement employé dans le champ médiatique vraiment à la fin des années 90 et au début des années 2000 jusqu'à 2002-2003. Donc en fait, c'est un moment qui est assez fugace, mais qui me semble cependant s'inscrire dans un mouvement long que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, qui est celui entamé au lendemain de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire les représentations françaises du militaire français comme combattant, elles ne disparaissent pas après la fin de la guerre d'Algérie, elles disparaissent de la communication institutionnelle militaire, enfin en tout cas elles sont très largement marginalisées, et dans l'espace, dans les représentations culturelles, dans les productions culturelles, au cinéma en particulier, ou à la télévision, dans les productions de fiction filmées pour la télévision ou le cinéma, qui on sait sont très participantes de l'élaboration des représentations collectives. En fait, après la fin de la guerre d'Algérie, on a une double figure du militaire français qui est soit victime, soit bourreau. En fait, soit le militaire français est un combattant professionnel et il est un bourreau, soit il est un appelé ou un soldat vraiment de la base, un soldat du rang, et il est une victime. Si on remonte encore plus loin, cette figure du militaire comme victime, en fait, et là je m'appuie sur les travaux de Nicolas Beaupré, qui est chercheur à Clermont-Ferrand, si ma mémoire est bonne. Nicolas Beaupré a montré qu'en fait, dans les productions culturelles françaises, la figure de la victime, en fait, elle émerge après la Première Guerre mondiale, où en fait, on a trois types de représentation du combattant français. On a le héros, dans un héritage très 19e-iste, si je puis dire. On a le martyr, celui qui s'est sacrifié pour une cause plus grande que lui et qui est aussi hérité de la fin du 19e siècle. Et puis, il y a une nouvelle figure qui apparaît qui est celle de la victime. Donc, en fait, le militaire comme victime, il apparaît dans notre paysage culturel, dans nos représentations, après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920. Et c'est le cas un peu partout en Europe, mais c'est le cas en France. Et en France vient s'ajouter une étape supplémentaire, qui est celle des guerres de décolonisation, qui vient ancrer cette image du militaire comme victime, à condition qu'il ne soit pas un officier, un sous-officier et un combattant professionnel. Alors ceux-là sont des bourreaux, et là on voit bien le poids que pèse la guerre d'Algérie. Cette figure du fonctionnaire, du coup, elle vient s'inscrire, à mon sens, très fugacement dans cet héritage très long. Et donc oui, elle se conjugue en fait avec un héritage culturel long d'une figure du militaire comme victime, et par ailleurs une banalisation. Et si de fait le militaire ne tire plus les spécificités de sa vie, le port d'un uniforme, la discipline, la rigueur, la rusticité physique, l'aguerrissement physique, etc.,
de la finalité combattante, alors il est vrai que si cette spécificité n'est plus affirmée, s'il est un fonctionnaire comme les autres, il est d'autant plus une victime lorsqu'effectivement il est amené à être confronté à l'exercice de la violence. Je me demandais justement, et je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais pour moi, je me demandais justement, est-ce qu'il y a eu une définition différente dans d'autres corps d'armée que celui de l'armée de terre, par exemple la marine, et ensuite plus tard l'armée de l'air, s'il y a eu une définition propre de ce lien armée-nation? Alors, vous m'entendez? À ma connaissance, il n'y a pas eu de définition propre selon les composantes que vous venez d'évoquer. L'expression a été extrêmement utilisée, généralisée en permanence. Et c'est un peu pour ça, et vous l'avez bien compris, qu'à un moment donné, on s'est questionné et essayé de voir ce que véritablement les acteurs mettaient derrière cette expression et ce lien unique. Mais pour répondre à votre question, à mon sens, alors j'y ai pas retravaillé depuis, hein, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je suis reparti un peu de ces réflexions anciennes, mais qui s'expliquaient avec le contexte que je vous ai représenté. Mais à mon sens, il n'y a pas d'autres enfin, en tout cas, déclinaison de cette expression selon les composantes. Peut-être que les traductions peuvent être, ou en tout cas, les liens et l'expression de liens nouveaux ou autres peuvent varier d'une composante à l'autre, mais il ne me semble pas qu'au niveau de la définition ou de l'appréhension de cette réalité, les choses étaient différentes entre les officiers de l'armée de terre, par exemple, ou des aviateurs ou des marins. D'accord. Donc il y aurait eu un consensus généralisé. Oui, donc à partir effectivement, si on part du principe que cette expression était celle en vigueur, en vogue, après il aurait fallu faire peut-être un travail équivalent auprès des cadres de ces autres composants pour voir si effectivement, non seulement il y avait des inquiétudes à la même hauteur que celles que j'ai pu relever auprès des cadres de l'armée de terre, mais que comme je l'ai signalé, je pense qu'effectivement le fait que l'armée de terre voyait transiter la grande majorité des appelés soulignait ou générait des inquiétudes particulières, ou en tout cas une appréhension particulière de ce fameux lien du coup qui avait été suspendu. Merci bien. Toutes ces questions m'ont pensé à une question globale pour les 5 minutes qui me restent. Donc vous pourrez tous répondre rapidement. En fait, je me demandais globalement, c'est une question un peu conclusion de notre thème, la représentation du soldat dont la finalité, donc je l'ai déjà dit, est d'abord un combattant, en sachant qu'aujourd'hui que le soldat est beaucoup de choses, il est plus qu'un combattant, il est donc ancré dans la société civile pour des missions qui dépassent le cadre d'abord originel de sa fonction. On l'a vu donc dans les crises sanitaires par exemple. Mais est-ce que justement cet ensemble de fonctions ne suscite pas aussi derrière une multiplication des représentations et en cela rendrait donc la figure du combattant perpétuellement ambiguë, c'est-à-dire avec toujours une difficulté à pouvoir définir la spécificité militaire, étant donné qu'il est intégré dans de nombreuses fonctions qui ne sont plus celles uniquement du combat. Par exemple, dans une situation qui est la nôtre, on est dans un contexte de paix, dans une situation de guerre, la définition du combattant serait beaucoup plus simple. Étant donné que nous sommes perpétuellement engagés dans des opérations que je dirais dites de police ou de maintien de l'ordre, d'humanitaire, est-ce que justement cet ensemble de représentations ne conclut pas sur une figure qui serait celle d'une figure très ambiguë du soldat, et est-ce que c'est pas amené à se perpétuer dans le temps? Voilà. Je réponds à qui non, c'est dans quel ordre? J'y vais. Allez-y. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'âge d'or, si je puis dire, d'un moment où la spécificité militaire aurait été si clairement affirmée qu'il n'y aurait eu jamais aucune ambiguïté dans l'usage que le politique fait du militaire. C'est-à-dire que l'usage de la force armée par le politique est forcément dans le mouvement de l'histoire toujours l'objet d'une ambiguïté, puisque les armées sont le bras armé de la force politique et qu'il y a forcément toujours des tentations d'utiliser les armées à des fins qui ne sont pas strictement militaires.
il y a cependant eu des clarifications dans le temps, et notamment le moment où on a créé la gendarmerie, qui est venue dissocier clairement l'emploi de la force armée sur le territoire national à des fins de sécurité intérieure et l'emploi de la force armée contre un ennemi extérieur. Donc ça, c'est une première clarification. La deuxième chose, il me semble, qui doit être rappelée, c'est que on est, vous l'avez dit, dans une situation aujourd'hui tout à fait différente de celle d'il y a un siècle. Il y a un siècle, quand bien même ce n'était que les garçons qui faisaient un service militaire, le fait que tous ces garçons et des familles, des sœurs, des mères, des épouses, etc., faisait qu'il y avait une forme de militarisation, le mot est trop fort, mais en tout cas de connaissance commune, d'évidence commune de ce qu'était la vie militaire et de sa finalité combattante, puisqu'on était aussi dans des moments où la force armée était employée d'abord contre un ennemi extérieur et sans grande ambiguïté pour le coup dans la fonction qu'on lui attribuait, dans le rôle qu'on lui attribuait. Après, en fait, on est effectivement dans des usages dispersés de la force militaire aujourd'hui, et ce qui, oui, est effectivement porteur d'ambiguïté. En fait, les armées professionnelles sont pas par nature empêchées de faire autre chose que combattre. En revanche, il y a des règles. En fait, il y a une question à partir du moment où on a des armées professionnelles qui se posent, qui est de savoir quand on donne une autre fonction que le combat à une armée professionnelle, ou qu'en tout cas l'insertion dans un contexte de tensions politiques pouvant déboucher sur le combat, c'est le cas quand il y a des opérations extérieures de rétablissement de la paix ou de maintien de la paix. Quand on les utilise dans d'autres fonctions, est-ce que ces fonctions ont un lien clairement articulé à la finalité combattante ou non? Et si ces fonctions n'ont pas ce lien clairement articulé à la finalité combattante, est-ce que ce sont des fonctions qui mobilisent durablement et massivement les armées, ou est-ce qu'elles sont seulement mobilisées temporairement et marginalement? En quelque sorte, je pourrais faire une comparaison entre l'opération Sentinelle, c'est une opération massive et durable, et la manière dont on demande aux armées de venir au secours des populations lors d'une catastrophe naturelle, comme c'est arrivé encore tout récemment lors des inondations dans le sud-est de la France, où en fait c'est une mission marginale et extrêmement temporaire. Donc en fait c'est là qu'il y a un débat, et c'est un débat évidemment entre politique et militaire qui est un débat récurrent, parce que les militaires, contrairement sans doute à il y a une vingtaine d'années, les chefs militaires ont une conscience plus aiguë des difficultés que pose leur sollicitation permanente, et non pas seulement en termes de moyens, mais aussi en termes, vous avez raison, de représentation collective et de compréhension par les citoyens de ce que sont les forces armées au sein de la nation. Je voulais revenir effectivement sur cette idée des contextes. On voit bien, puisqu'on est passé à une armée professionnelle, un des impératifs, un des enjeux que connaît toute armée professionnelle, c'est le recrutement. Il faut satisfaire les besoins en effectifs. Bénédicte Thieron a évoqué les campagnes de recrutement. Effectivement, en 1996, il y a eu 2 campagnes de recrutement. La première qui a complètement gommé les aspérités militaires, on ne parlait plus de combattants, alors que la précédente était extrêmement guerrière, celle de 80, je ne veux pas dire de bêtises, mais en 96, il y en a eu 2. La première qui a complètement gommé les aspérités, qui a très bien fonctionné, puisqu'il y avait 5 candidats pour un poste, où c'était là, effectivement, tous les métiers qui étaient proposés. Mais à tel point que les jeunes avaient oublié que d'abord, on portait l'uniforme. Et donc, qui a donné lieu à cette deuxième campagne pour un peu remettre la spécificité militaire, ou en tout cas une certaine singularité en avant, et l'évoquer pour les futurs candidats au recrutement. Mais là aussi, c'est anecdotique, mais pour avoir analysé un peu ces campagnes, on voit bien que, pour faire court, il y a un déploiement d'une force, mais qui n'est même pas armée. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas encore à l'époque à assimiler, de montrer un fusil et de parler de recrutement. Donc on voit bien comment, effectivement, au début, cette communication et les représentations qui émanaient même en interne, avec les campagnes institutionnelles, avaient du mal à se positionner et à marquer ces choses-là. Par la suite, ce concept fédérateur de communication a été stabilisé. On a même fait des campagnes de communication en reprenant des archives issues d'OPEX ou d'OPINT, et on a assumé de plus en plus cette spécificité. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Il me semble que l'orientation actuelle, quand on regarde effectivement les documents qui viennent d'être publiés et sur lesquels notamment le CEMAT a beaucoup communiqué, le plan stratégique de l'armée de terre, la vision stratégique, nous, ça se décline directement au sein des écoles de Saint-Cyr avec le projet ESCC 2030, où là, très clairement, la dimension combattante et la manière dont la formation doit être déclinée pour livrer des officiers compétents dans des domaines et des situations de violence paroxystique, ça fait clairement partie maintenant du logiciel et de la posture, me semble-t-il. Merci beaucoup pour vos présentations. Monsieur Weber, vous avez rappelé la multiplication des recherches universitaires sur la gestion de défense. Madame Beaufils, vous avez rappelé la présence de militaires dans les colloques.
Ma question sera la suivante. Quand un militaire, un officier, fait face à la population civile que nous sommes, selon vous, de quel degré d'autonomie, de liberté de parole dispose-t-il compte tenu de son droit de réserve? Normalement, de la liberté totale, mais on sait bien que, parce qu'effectivement, il a cette double casquette. Si il a effectivement les sacrements universitaires, il est reconnu comme chercheur, quelles que soient les disciplines, et même si l'armée de terre est un peu en retard par rapport à d'autres composantes et a beaucoup moins de docteurs en son sein, ces choses-là évoluent. Et donc, de plus en plus, on voit effectivement des officiers supérieurs qui ont fait le cursus universitaire qui va bien et qui sont notamment docteurs et donc qui produisent des recherches et qui devraient donc avoir toute la liberté d'exprimer leur opinion à ce titre en tant que chercheur et avec cette casquette de chercheur. Mais on s'en doute bien aussi, parfois, effectivement, la parole peut être limitée ou en tout cas difficile sur un certain nombre de sujets jugés sensibles. Mais voilà, tout ça fait partie d'un cheminement qui va durer encore quelques temps et je pense que la multiplication de tel type d'activités va permettre de plus en plus, effectivement, de libérer aussi la parole de ceux qui ont cette double appartenance ou cette double casquette. Après, si je puis me permettre, je pense qu'il faut dissocier deux types de prise de parole des militaires dans les colloques. Oui. Et en fait, il y a effectivement des militaires chercheurs qui donc interviennent en tant que tels. Il y a encore eu une soutenance soutenue tout récemment par le colonel Hervé Pierre sur Beaufre, donc sur la pensée stratégique, avec, je crois, un certain succès à Paris 1, et qui donc peuvent se positionner en tant que chercheurs, mais le métier des militaires n'est pas forcément d'intervenir dans les colloques, c'est-à-dire que même en étant chercheurs, ils ont d'abord un métier principal, qui fait qu'ils ont peu de temps en fait pour intervenir dans les colloques. Et le deuxième point, c'est que on peut aussi avoir avec ces militaires, dans des colloques ou des journées d'études, un dialogue intéressant de théoriciens extérieurs, si je puis dire, à praticiens intérieurs. Et en fait, c'est vrai que souvent, ce dialogue est intéressant. Et dans ces cas-là, le statut de la parole militaire pose pas forcément grand problème au regard de leur devoir de réserve, parce que quand un militaire intervient comme témoin, il est souvent amené à intervenir, par exemple, sur un contexte opérationnel. Alors, il y a bien sûr des règles de sécurité liées à la communication sur les opérations, qui font que les militaires ne diront pas forcément tout sur une opération, mais la parole du témoin a un statut particulier qui fait qu'ils peuvent raconter ce qu'ils ont vécu dans un colloque comme ils peuvent le faire ailleurs dans d'autres pays. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question sur le traitement médiatique du militaire. On a beaucoup parlé du traitement médiatique comme victime, donc qui entraînait une certaine banalisation de la figure du militaire. Moi, je voulais revenir sur le traitement médiatique par la figure du héros, que l'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, notamment par rapport à l'opération Barkhane au Mali. Donc on entend de plus en plus dans les communications le fait que tout soldat finalement devient un héros. Et cet emploi systématique de la figure du héros, est-ce qu'il n'y a pas deux conséquences qui pourraient être néfastes? La première, c'est qu'on banalise finalement certains actes héroïques faits par les soldats sur l'opération. Et la deuxième, est-ce qu'on ne va pas aussi gommer un peu sa particularité militaire? Parce que la condition du militaire, c'est d'abord la possibilité de pouvoir donner sa vie. Et donc, à partir de là, en tant que héros, finalement, ce serait quelque chose qui n'est pas exceptionnel. Et donc, est-ce que ça ne pose pas un problème, puisqu'on essaie de valoriser la figure du militaire, mais au détriment de sa spécificité? Alors, d'abord, je vais nuancer votre propos sur le fait qu'on entend de plus en plus le terme de héros. C'est un terme qui est peu ou quasiment pas utilisé par la communication militaire, parce que les chefs militaires sont précisément très rétifs à l'idée de trop systématiquement héroïser, parce que il y a une culture militaire qui, aujourd'hui, en tout cas, depuis la professionnalisation, a tendance à valoriser davantage le collectif que les individus. Ça tient aussi à ce que sont les armées, par nature, c'est-à-dire d'abord des organisations collectives où tout repose sur la collectivité, en fait, sur l'harmonie entre les individus pour former une communauté et une collectivité. Donc c'est une expression qui est peu employée, elle l'est beaucoup plus par l'autorité politique, en particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Sa plume du début du quinquennat, dont le nom évidemment m'échappe à l'instant, a revendiqué par voie de presse le fait de vouloir remettre sur le devant de la scène ce mot de héros, et pas seulement pour les militaires, mais pour toute figure méritant, selon le politique, d'être montrée en exemple à la société. Et Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part, a employé ce terme
lors de l'hommage national aux 2 commandos marines morts au Burkina Faso dans la libération de 2 otages français à l'été 2019, donc il y a un peu plus d'1 an. Et ça a marqué précisément un tournant, mais on voit, en fait, c'est un usage qui reste quand même assez parcimonieux, et en tout cas qui n'est pas de l'initiative directe de la communication militaire vers l'extérieur, et en interne non plus. Ensuite, cette figure, ce mot de héros, il est compliqué à manier toujours parce qu'en fait, l'héroïsation, érigée en héros, verticalement, si je puis dire, du haut vers le bas, on sait que ça ne fonctionne pas toujours. On sait que la fabrique des héros, il y a eu un très bon ouvrage collectif issu d'un colloque tenu par des historiens au début des années 2000 qui était passionnant sur ce terme. C'est la rencontre entre des mouvements horizontaux et des mouvements verticaux dans une société. Et en fait, pour le militaire, cet usage du terme héros, il est souvent très ambivalent. Voilà, il y a une question politique derrière de savoir pourquoi est-ce qu'on choisit tel plutôt que tel autre pour le montrer comme exemple à la société. Et en fait, on voit que dans l'usage de ce terme, il y a forcément une dimension politique qui fait qu'il est d'un maniement extrêmement compliqué.